Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. On rejoint tout de suite celui qui se trouve chez nos cousins français, c'est Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Écoute, tu veux revenir encore une fois sur toute cette polémique qui s'éteint pas, mon Dieu, autour du Musée national d'histoire québécoise. Ça n'a pas fini de faire jaser. Ouais, puis je pense que je vais y revenir assez souvent, en fait. Parce que, qu'est-ce qu'on voit dans cette polémique-là? Pardonne-moi. Elle est symptomatique ou révélatrice, en fait, de la difficulté, pour ne pas dire de l'incapacité qu'ont les gouvernements que l'on dit nationalistes et ou conservateurs selon les pays. Quelquefois, ils occupent la même fonction dans l'univers symbolique, à mettre de l'avant un programme qui correspond à leur vision, qui correspond aux préférences de la population, mais qui entre en contradiction avec l'idéologie de la classe médiatico-universitaire dominante. Alors, qu'est-ce qui se passe globalement? François Legault veut un ministre de l'histoire du peuple québécois. Puis on a tous compris ce qu'il veut dire par là. Il parle pas du territoire québécois dans ses son apparition géologique jusqu'au temps présent. Il parle de l'histoire de cette communauté politique qui a pris forme au début du 17e siècle, qu'on appelle le Québec, qui a porté plusieurs noms à travers l'histoire. Hein. La Nouvelle-France, le Canada français, le Québec francophone aujourd'hui. Bon, l'histoire qui a porté le nom du Bas-Canada aussi, puis du Canada-Est. Bon. Donc, il parle de l'expression politique de ce peuple qui s'est enraciné ici, il y a un peu plus de 400 ans, puis dont on a découvert, comme on disait autrefois pour les Européens, le territoire en 1534 avec Cartier. Là, ça, tout le monde comprend ce qu'il veut, puis ça correspond aux préférences populaires largement. Les Québécois considèrent qu'il est tout à fait légitime que tous les peuples du monde puissent se raconter leur histoire, mais ils s'accordent eux aussi ce droit. Qu'est-ce qu'on voit? Tout le système médiatico-universitaire se mobilise en faisant un procès contre ce musée qui est présenté avant même d'émerger comme un projet illégitime et injuste. Et donc là, on en parlait la semaine dernière, il y a un procès en légitimité au nom de l'inclusion, de la diversité, tout le tralala habituel. Mais c'est un écho, à mon avis, c'est la même chose qui se passe ici que lorsqu'on touche à des questions comme le racisme systémique ou comme quand on touche aux questions à la théorie du genre ou on touche à l'immigration. Je m'explique. Le gouvernement Legault, on s'en souvient, en 2021, a tenu tête avec un courage que je jugeais admirable à ceux qui voulaient le voir plier le genou devant la théorie du racisme systémique. On voulait à tout prix faire dire pardon mon oncle à François Legault. On voulait à tout prix que le Québec se reconnaisse dans cette théorie qui n'a rien à voir avec son histoire ou sa réalité ou sa sociologie, mais c'était comme un geste d'adhésion à l'idéologie dominante, de soumission à l'idéologie dominante. Et François Legault n'a jamais accepté de se coucher devant ça. Je dis bravo. Mais ce qu'on oubliait, c'est qu'au même moment, l'administration publique québécoise, elle, appliquait déjà la théorie du racisme systémique, notamment avec les programmes de discrimination dite positive, qui ne sont rien d'autre, faut bien le dire, que la discrimination contre les Blancs et contre les hommes. C'est-à-dire, si on décide de sélectionner certains citoyens en fonction de leur couleur de peau, pour leur donner des privilèges dans l'accès à l'emploi, pour corriger apparemment une injustice historique, on appellera ça comme on veut, mais c'est un système de discrimination fondé sur la couleur de peau et ou le sexe et l'orientation sexuelle aussi, mais ça c'est assez particulier parce que ça présuppose qu'on demande aux gens de dévoiler leur orientation sexuelle. Tu sais, autrefois, le gouvernement ne devait pas rentrer dans la chambre à coucher des gens, maintenant il veut y rentrer pour savoir qui couche avec qui, pour savoir dans quelle position, pour savoir si on doit ou non accorder un privilège d'accès à l'égalité, comme on dit, aux différentes minorités. Donc, dénonciation de la théorie du racisme systémique, mais dans les faits, il s'y soumettait. De la même manière, on a vu avec la SAC tout récemment qui a accepté d'intégrer la notion d'identité non-binaire sur les formulaires de permis de conduire en disant le X. Ben, je m'excuse, mais l'immense majorité de la population, encore une fois, n'adhère pas à cette idée comme quoi on peut être ni homme ni femme.
on est homme ou femme, puis ensuite que dans notre ressenti intérieur, on voit les choses autrement et d'une valeur et d'une considération assez secondaire par rapport à la réalité anatomique et biologique d'une personne. Le gouvernement Legault lui-même témoigne de vraies réserves devant cela. En témoigne la décision de Bernard Drinville de ne pas faire des toilettes mixtes dans les écoles, ce qui est quand même pas un détail. Mais au final, l'administration applique déjà ce programme. Donc, le gouvernement veut faire quelque chose, en fait contenir quelque chose, mais l'administration le bloque. Même logique sur l'immigration. Le discours gouvernemental, moi, quand j'écoute le gouvernement du Québec dans son discours sur l'immigration, je suis pas loin de penser qu'on a au Québec une politique d'immigration zéro, une politique de moratoire sur l'immigration. Il est ferme, il parle de louisianisation, de disparition possible du peuple québécois, il parle de la survie de la nation. Ok, bon, c'est impressionnant, ça. Ensuite, quand vient le temps de mener la politique du gouvernement québécois, c'est une politique qui, dans les faits, reprend globalement, à quelques milliers près, les seuils du Parti libéral autrefois. Donc, les seuils libéraux sont devenus les seuils minimaux en matière d'immigration, plus l'immigration temporaire, plus l'incapacité à réguler vraiment les réfugiés, entre guillemets, quoi qu'on en dise. Donc, le gouvernement tient un discours, mais son administration le conduit ailleurs, et dans ce cas-là, c'est par ailleurs aussi en bonne partie le fédéral. Donc, on voit partout au Québec, mais c'est partout en Occident comme ça, un gouvernement se fait élire avec un discours nationaliste plutôt conservateur, puis je précise que dans mon cas, conservateur, c'est pas une insulte. Hein. C'est quelque chose, ça correspond au désir qu'ont les peuples de se perpétuer dans le temps, de persévérer dans leur être. Mais qu'est-ce qu'on voit? Il y a le discours, mais la réalité politique et administrative est tout autre. Et de ce point de vue, je ne peux m'empêcher de voir là-dedans un autre symbole, je reviens au musée, de l'impuissance d'un gouvernement qui veut faire quelque chose, mais il voit tout l'appareil. Les universitaires patentés, sélectionnés en fonction de leur orientation idéologique. C'est comme ça que la carrière se fait dans l'université aujourd'hui. Les différents groupes financés par l'argent de l'État pour dénoncer ensuite l'État dans sa volonté de mener sa propre politique. De ce point de vue, on voit à quel point on est aujourd'hui, quoi qu'on en dise, pris dans une crise d'impuissance politique majeure au Québec, mais partout ailleurs en Occident. Ton prochain sujet, Mathieu, je t'avoue, m'interpelle particulièrement parce que je t'entends souvent dénoncer l'étiquette de raciste qu'on accole à quelque chose, à une organisation, à une personne. Mais là, tu amènes à nos oreilles que la ville de Montréal serait peut-être elle-même raciste. J'ai hâte de t'entendre. Ah ben moi, je n'y peux rien. J'ai vu, donc c'est la mairesse de Notre-Dame-de-Grâce et Côte-des-Neiges qui a dit qu'au nom de la prospérité inclusive, c'était sur son compte Twitter, ça faisait référence au document de Projet Montréal, la ville allait décider de s'approvisionner de manière prioritaire, accéder à une forme de privilège aux fournisseurs issus de la diversité. Bon. Alors, on va traduire ça en langage courant pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet univers-là. La pas diversité, entre guillemets, ce sont les blancs francophones, en fait, les gens globalement comme moi, entre guillemets, comme toi, comme d'autres, en fait, qui appartiennent à ce groupe qui n'a plus bonne réputation. La diversité, c'est les différentes minorités ethno-culturelles ou encore minorités identitaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Moi, dans ma perspective à moi, il ne devrait y avoir qu'une approche en matière de dépenses publiques. En ces matières, c'est une approche universaliste. On embauche les meilleurs pour les services, qu'ils soient tous d'origine pachtoune ou suédoise et secondaire. L'idée, ou canadienne-française, l'idée, c'est d'avoir les meilleurs services publics. Mais l'administration municipale dit non. Ce qu'on va faire, c'est ce que dit donc la mairesse en question de Notre-Dame-de-Grâce et Côte-des-Neiges, on va favoriser les gens issus de la diversité, les fournisseurs issus de la diversité. Dès lors, on comprend, il faut juste aller jusqu'au bout du raisonnement. On va défavoriser ceux qui n'en sont pas issus. Donc, des gens qui, sur la base de leur couleur de peau, dans ce cas-là, les blancs, je ne sais pas comment appeler ça autrement, vont être défavorisés parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau au moment d'avoir accès aux différents contrats de la ville de Montréal. On appelle ça du racisme anti-blanc, qui est institutionnalisé dans la ville de Montréal, manifestement, et qui, par ailleurs, qu'il sera, et qui, ce qui est paradoxal, c'est que là, il y a toute une forme de sociologie lysenkiste universitaire qui veut nous convaincre absolument que le racisme anti-blanc n'existe pas. Non, il existe, comme tous les racismes existent. Le racisme anti-noir existe, le racisme anti-arabe existe, le racisme anti-asiatique existe, et le racisme anti-blanc existe aussi, et ils sont tous également condamnables,
aucun ne mérite d'être sauvé. Mais pour les partisans du régime diversitaire, il y a un racisme qu'on fait même passer pour de l'antiracisme, et c'est le racisme anti-blanc. Parce que ça, les Blancs, puisqu'ils seraient un groupe privilégié, apparemment les Canadiens français dans l'histoire du Québec, c'est un groupe privilégié. Il faut vraiment avoir une lecture de l'histoire du Québec un peu bizarre pour en arriver à cette conclusion-là. Mais quoi qu'il en soit, il faut discriminer contre eux pour favoriser l'émergence de figures corporatives issues de la diversité. Je m'excuse, mais on est très loin ici des principes élémentaires du libéralisme. Le libéralisme, ça consiste justement à traiter les individus tels qu'ils sont et non pas en tant que représentants de groupes. De l'universalisme aussi, qui est un principe sain égalitaire qui permet à une nation d'apparaître dans son unité, puis encore une fois, en mettant de côté les communautarismes ethno-culturels, religieux et tout ça. La Ville de Montréal, au nom de l'antiracisme, va pratiquer une forme de racisme anti-blanc. Je sais que ça sera pas répété souvent comme ça dans les médias, je sais qu'il est très mal vu de le dire ainsi, mais je suis bien obligé de constater que c'est ce que nous annonce la Ville de Montréal à travers la voix de la mairesse de Notre-Dame-de-Grâce et de Côte-des-Neiges. En terminant, Mathieu, je m'en voudrais te laisser aller avec ton émission sans te lancer sur ce nouveau campement qui est émergé à Montréal. Qui l'aurait cru sur le terrain de l'UQAM? Bah, moi, je pense que, franchement, qui l'aurait cru? La question, c'est de savoir à quel moment ça va arriver. C'était inévitable, en quelque sorte. Là. On est dans cette espèce de mai 68 islamo-gauchiste soft. On s'entend, ça n'a pas l'ampleur du mai 68. Mais on est devant une occupation des campus par des gens qui veulent les politiser à outrance. Et le problème, c'est qu'un lieu un campus, c'est un lieu, une université, en fait, c'est un lieu de débat intellectuel. C'est un lieu de débat de fond, à la lumière de la connaissance, en passant pas de la pure opinion. Et moi, je suis partisan du pluralisme maximal, mais je suis contre la confiscation de l'espace public par des groupes quels qu'ils soient. Si, je te le dis simplement, s'il y avait un campement qui s'installait à l'UDM pour bloquer le campement au nom de l'indépendance du Québec et pour sauver le français et lutter contre le multiculturalisme canadien, je voudrais qu'on le démonte aussi rapidement que nous devrons démonter ce campus à l'UQAM. On n'est pas en droit de confisquer l'espace public, surtout par des gens qui, bien souvent, il faut bien l'avouer, ont une connaissance assez approximative des dossiers dont nous parlons. Donc, je pense que ce campement n'est pas surprenant, il était attendu, c'était probable qu'il arrive, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas empêcher la constitution de semblables campements ici et là. On voit en Europe que ça porte de nombreuses dérives, on le voit aux États-Unis aussi, et on a des dérives semblables chez nous. De ce point de vue, il y a une saine fermeté qui me semble nécessaire. Ce n'est pas la liberté d'expression qui est en question ici, c'est la possibilité pour un campus, pour une université de fonctionner librement sans être confisqué par des groupuscules radicaux quels qu'ils soient. On t'entend là-dessus, il n'y a pas de deux poids, deux mesures dans ce débat-là pour toi. Mathieu Bock-Côté, c'est une bonne émission, j'imagine, qui s'en vient. Pour tous ceux qui veulent rester à l'écoute, c'est dans les prochains instants. Merci d'avoir été là. Au plaisir.